Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Virées de l'été. Aujourd'hui à Ménard-la-Barretière, on va aller faire un petit peu d'acrobranche. Elodie, elle va vous faire visiter l'abbaye de Nieul-sur-Lotise. Mais tout de suite, je vais vous laisser avec Baptiste, le temps d'enfiler mon baudrier. Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un cas pratique au milieu des champs de citrouilles pour parler de comment faire ses propres graines de cucurbitacées, de courges, courgettes, melons, citrouilles et autres butternuts. Je vous dis tout de suite. J'entends souvent certains jardiniers me parler que leurs courges ont dégénéré. Elles n'ont pas réellement dégénéré en fait, elles se sont hybridées. Effectivement, pour bien comprendre les choses, il faut savoir qu'il existe 3 grands types de cucurbitacées. Première espèce très courante dans les jardins, les cucurbita pepo, les courgettes ou alors les courges spaghetti par exemple. Seconde espèce, les cucurbita moscata, les courges musquées comme celle-ci, la fameuse musquée de Provence. Mais vous allez aussi retrouver dans ces variétés la fameuse butternut. Et enfin, troisième espèce que vous allez avoir dans vos jardins, les fameuses cucurbita maxima que l'on appelle potirons ou alors aussi les potimarrons. Ces 3 espèces ne peuvent pas s'hybrider entre elles, elles ne peuvent pas se polliniser les unes les autres. Une bonne chance pour pouvoir faire ses propres graines, à condition bien sûr de ne pas avoir à 500 mètres à la ronde une autre variété de cette même espèce. Par exemple, les courgettes, 2 variétés de cucurbita pepo différentes, à moins de 500 mètres l'une de l'autre, ont des chances de se croiser, de s'hybrider, ce que vous allez potentiellement appeler la fameuse dégénérescence. Sachez qu'il existe aussi des variétés dites F1, hybrides de première génération. Si vous récoltez ces graines et que vous les ressemez l'année suivante, vous obtiendrez des fruits, certes, mais qui ne seront probablement pas fidèles aux fruits d'origine. C'est l'inconvénient de ces fameux hybrides. Mais comment réussir à coup sûr ces graines de cucurbitacées en faisant bien sûr une pollinisation manuelle? Je vous explique tout dans la seconde partie. En attendant, je vous laisse avec Arnaud. Vous avez sur votre baudrier un crochet. Oh, ça forme un C, comme crochet, ça tombe bien. Donc, je vous présente Madame Pouli. Elle a 2 yeux, un nez et une bouche qui se descend et qui se pousse. Ici, il va falloir passer dans le trou le câble, le décaler et le faire glisser. Alors là, il faut regarder où on marche parce qu'il y a des trous. Non, le mousqueton qui est dedans. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est bon. Et on n'oublie pas de freiner en Ok. resserrant la main. Allez. C'est parti. Oh là là. Hop là, une de plus. Emmanuel, on vient de faire un petit parcours dans les arbres de Ouais. l'acrobranche. C'est une discipline qui existe depuis quelques années, mais qui fonctionne toujours aussi bien. Toujours aussi bien, je dirais même de mieux en mieux, ça devient un peu comme L'incontournable le... des vacances. Ouais, et puis ça fait un peu comme le bowling, ça devient vraiment aussi populaire, où les gens ils peuvent venir maintenant un peu Facilement, dans la saison. Bien sûr, quand on est tributaire du temps, mais de la météo, mais
Ça se pratique pas que l'été, quoi. Qui peut venir, parce qu'on voit qu'il y a des parcours adaptés un petit peu à tout le monde. Les enfants peuvent venir à partir de quel âge? De 8 ans? Alors à partir de 3 ans jusqu'à 7 ans, sur des parcours spécifiques. Voilà, ils ont le monde des pitchouns. Donc ils sont pas attachés, ils n'ont pas de baudrier. Mais ils peuvent aller de plateforme en plateforme. Ils ont un labyrinthe, ils ont une cabane. Ils ont la même chose que les grands au niveau des parcours, avec des tyroliennes. Mais voilà, c'est à 1 mètre du sol. Voilà, c'est comme les aires de jeu qu'on trouve un peu partout. Pour les plus grands, plusieurs parcours, plusieurs difficultés. C'est ça, donc c'est par rapport à la taille à partir de 7 ans. Donc ils peuvent aller dans les branches sans problème. On peut y passer tout l'après-midi si on s'en sent les bras. C'est ça. Alors notre concept effectivement permet d'avoir le billet à la journée. Donc ils peuvent sortir du parc et rentrer comme ils veulent. Ils ont le ticket. Et donc ils peuvent en faire un peu le matin, aller pique-niquer et revenir l'après-midi sans problème. Ouais. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières ou est-ce que finalement tout le monde peut y aller en se motivant? Bien souvent les gens nous disent qu'ils ont un peu de vertige. Bon, nous on appelle ça plutôt de l'appréhension de la hauteur. Donc ça veut dire qu'ils sont capables très facilement de faire les premiers parcours sans problème. Oui, parce que les plus hauts parcours sont à une dizaine de mètres. Les plus hauts parcours, oui, sont à une dizaine de mètres, ce qui ne fait pas très haut par rapport à un parc aventure. Donc là, ça reste accessible à tous. Ça reste assez accessible à tous. Nous, on a plutôt un parc familial, où les parcours sont relativement courts. Et comme ils ont la possibilité d'en faire sur la journée, ils peuvent le faire plusieurs fois. Et il y a des attractions en tout genre, des épreuves qui sont assez différentes d'un parcours à l'autre aussi. Oui, dans chaque parcours, ils vont s'y trouver. Il y en a qui vont préférer les filets, d'autres les sauts, voilà, d'autres simplement les tyroliennes. Oui. Voilà. Et tout le monde y trouve son compte. Que ce soit les petits, les grands, les parents aussi. C'est l'avantage d'être un parc familial. Ouais. Et c'est des sensations qu'on retrouve quasiment dès qu'on commence à monter. On joue avec son équilibre et on essaie de se dépasser un petit peu aussi. C'est ça, c'est ça. Et effectivement, on s'aperçoit que les jeux sont accessibles, alors que certains pensaient qu'ils ne pouvaient pas le faire. Et puis après, il y a les sensations de déséquilibre qui rentrent en compte sur certains jeux qui permet de tirer un peu sur les bras ou de s'aider de ses jambes. Globalement, on n'a pas besoin d'une force surhumaine pour faire les parcours. Non, non, parce que vous avez des enfants qui arrivent très bien et puis des adultes qui est à côté qui n'y arrivent pas. Ouais. Donc c'est une question de placement aussi, de poids pour certains. Donc l'agilité des uns et des autres font qu'il y a des grands qui n'y arrivent pas et puis d'autres, des petits qui peuvent y arriver. Les conseils de sécurité de base pour éviter de se blesser ou... Alors nous déjà en tant que sécurité on a le système de ligne de vie continue, donc on a un crochet. Accroché en permanence du début à la fin de toute Exactement. façon. Donc ils ne peuvent plus avoir le système de mousqueton, Jean Descrochins et puis de plus être attachés. Nous on n'a plus ce problème là. Mais effectivement il reste des consignes de sécurité où il ne faut pas trop faire non plus le fou, où on peut tomber à tout moment. Donc après même si on est attaché, on peut très bien se faire mal si on ne fait pas attention à ce qu'on fait.
Après, on a des opérateurs qui sont aux abords des parcours, qui font attention à ce genre de comportement. Voilà. Et si jamais on est bloqué aussi au milieu d'un parcours, qu'on n'arrive plus, qu'on n'a plus de force ou que... Donc ils sont là pour intervenir, aider les clients dans un premier temps au sol pour arriver à les guider, pour arriver à faire le jeu. Si on voit qu'effectivement qu'ils sont cuits, qu'ils ne peuvent plus, ils n'ont plus de force, l'opérateur peut monter dans les parcours de façon à les aider à terminer le parcours. Et puis en dernier recours, on les évacue au sol via une corde que l'opérateur a sur lui. Et on peut venir en groupe, à plusieurs, n'importe quand Vous pouvez venir seul comme en groupe, il n'y a pas de souci. Après, il faut faire attention sur juillet-août de téléphoner un peu avant. On a des jours où on peut être complet, donc comme aujourd'hui, on était complet. Donc c'est sûr que les gens qui arrivent à l'improviste peuvent se casser le nez, si je puis dire, à l'accueil. Merci beaucoup Emmanuel pour nous avoir fait découvrir l'acrobranche ici. Tout de suite, je vais vous laisser avec Elodie qui est allée visiter l'abbaye de Nieul-sur-Lotise. Véritable joyau de l'art roman, l'abbaye de Nieul-sur-Lotise fut érigée en 1068 pour des chanoines à la demande du seigneur de Vouvant. La partie la plus marquée, la plus typique de l'art roman du Bas-Poitou, c'est la partie des portails, avec les portails latéraux qui sont murés et qui l'ont toujours été. On les appelle des portails aveugles. On voulait de l'extérieur marquer les 3 allées à l'intérieur de l'église, mais on n'avait pas besoin d'avoir 3 grandes et larges ouvertures. Et cette division tripartite symbolise la Sainte Trinité. Protégée fièrement par Aliénor d'Aquitaine, elle fut déclarée abbaye royale en 1141 par son époux Louis VII. Ici résidaient 25 chanoines. Le cloître est le témoignage de la vie de ces religieux. Le cloître, c'est 4 galeries dans lesquelles nos chanoines marchaient, priaient, méditaient et autour desquelles s'organisent les différentes pièces de vie dont ils pouvaient avoir besoin dans leur quotidien. Parmi ces pièces, la salle capitulaire. Chaque matin, les chanoines se réunissaient ici, autour du père abbé, pour la lecture d'un chapitre de la règle de vie qu'ils suivaient. Ils s'asseyaient sur les petits bancs de pierre tout autour de la pièce et il y avait un pupitre au centre qui portait le chapitre. Une fois par semaine aussi dans cette pièce, on faisait un chapitre un petit peu particulier qu'on appelait le chapitre des culpes, le mea culpa, où chacun à leur tour, les frères devaient s'accuser de leurs fautes, de leur manquement à la règle, publiquement, devant les autres. Et le père abbé, lui, donnait les réprimandes. C'est ce qu'on appelait à l'époque chapitrer quelqu'un. Vendue à la Révolution, au titre de bien national, elle deviendra la propriété d'une riche famille qui l'utilisera comme dépendance agricole. Puis c'est en 1862 que l'abbaye renaît. La dernière phase importante, ça a été dans la seconde moitié du XIXe siècle, Prosper Mérimée, qui était ministre et écrivain, et est chargé de recenser les monuments dits remarquables. Alors il vient à Nieul, il s'arrête ici, il prend le temps d'étudier cette petite abbaye et va décider de la faire classer monument historique. C'est vraiment un petit écrin, c'est à l'intérieur avec plein de surprises et plein de belles choses. Aujourd'hui, cette abbaye se visite et se compte à travers ses pierres, mais aussi de manière plus ludique dans la maison Aliénor, où les nouvelles technologies vous entraînent dans l'histoire de cette abbaye royale. Bon allez, je suis reparti faire des tyroliennes parce que c'est vraiment top. Je vous laisse tout de suite avec Baptiste. Allez, c'est parti mon kiki! Nous voici de retour parmi les champs de cucurbitacées. Je vais vous parler désormais de sexualité. Comment faire les fameuses pollinisations manuelles? Je vous dis tout de suite. Tout d'abord, il faut savoir que toutes ces plantes sont monoïques, c'est-à-dire que sur la même plante, nous allons retrouver des fleurs mâles et des fleurs femelles.
Les fleurs mâles, simples à identifier, elles n'ont pas de petits fruits formés avant. Et à l'intérieur, eh bien, nous allons retrouver le pollen sur les étamines. Quant à la fleur femelle, la voici. On la reconnaît très facilement puisqu'un petit fruit est déjà formé en dessous de la fleur. C'est en fait l'ovaire qui va contenir les ovules qui formeront bien sûr les graines. Pour réaliser la pollinisation manuelle, eh bien, c'est assez simple. Il va falloir se munir d'un petit sachet en papier et d'une épingle à linge. Trouver sur la plante une fleur mâle et une fleur femelle prêtes à s'ouvrir pour le lendemain. Mais bien sûr, avant qu'elle ne soit ouverte. On l'ensache, on la met dans un petit sachet et on met à sa base une épingle à linge pour éviter bien sûr que les insectes puissent s'y intéresser. Le lendemain, entre 7h et midi, eh bien, la fleur a de grandes chances de s'être ouverte puisque c'est l'heure à laquelle elle est pollinisée. La fleur mâle, eh bien, nous allons la couper et la garder pour polliniser la fleur femelle. Même opération avec la fleur femelle ensachée la veille, mais par contre, cette fois-ci, on ne la coupe pas, c'est celle qui va porter les graines. Première étape, il va falloir déshabiller les pétales de la fleur pour ne laisser apparaître que le pistil de la fleur mâle. Nous allons nous approcher de la fleur femelle et y déposer le fameux pollen. Et dernière étape la plus importante, réensacher aussitôt la fleur pour éviter qu'un bourdon ou qu'un autre insecte apporte un pollen étranger et vienne ruiner votre travail. Vous allez attendre 2 à 3 jours. Si le fruit grossit, vous avez réussi. Si le fruit jaunit, il va falloir recommencer. Voilà, vous savez désormais faire vos propres graines de cucurbitacées. Attention bien sûr à vos mains quand vous allez les polliniser. Si vous avez plusieurs variétés, le pollen peut rester sur vos doigts. Lavez-vous bien les mains. Voilà pour les conseils, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, restez curieux. Bon, moi je m'arrête plus, les tyroliennes, j'adore ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous dire à très bientôt pour un prochain numéro. Et moi, je continue de m'éclater. Salut! Wouhou!